Ce soir, à l'émission, la charte d'engagement pour la protection du lac des Deux-Montagnes est lancée. C'est souvent la politique qui fait la division entre nous et la société québécoise, canadienne. Et on vous présente Martine Sinclair, l'artiste peintre. C'est vraiment l'œuvre qui décide. En entrevue, je reçois Antoine Sinotte à propos de la course Donne-toi donc. Ils remettent des fonds pour les inscriptions puis les équipements sportifs pour les jeunes qui en ont besoin. Je m'entretiens également avec Stéphanie Tremblay qui vient nous parler de la violence subie par les employés de soutien en milieu scolaire. En fait, le type de violence, ça peut aller des injures à se faire tirer les cheveux, à se faire graffiner, mordre, frapper. Enfin, Léa Lovric attire notre attention sur les événements à venir au cabaret-spectacle La Petite Église. Ensuite, on a Louis-Jean Cormier qui s'en vient le 2 novembre en soirée aussi, que tout le monde connaît bien, la réputation n'est plus à faire. Ben oui. Bienvenue à Accès local. Jeudi 3 octobre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Cette semaine, Clara, la charte d'engagement pour la protection du lac des Deux-Montagnes a été lancée. C'est un événement qui se déroulait à Oka. Vous étiez sur place. Oui Claude, ça s'est passé mardi dernier, donc au Parc national d'Oka. Cette charte se veut une promesse pour les 27 signataires de faire ce qu'ils ont en leur pouvoir pour protéger l'étendue d'eau importante qu'est le lac des Deux-Montagnes. C'est une charte qui s'adresse aux instances décisionnelles, municipales et aux organismes de protection de l'environnement qui peuvent avoir un impact direct sur le sort du lac. Le tout est coordonné et organisé par les CRE, les conseils régionaux de l'environnement de la région. Et à quoi on s'engage en signant ce document? Alors, c'est un outil de mobilisation non contraignant, donc une sorte de serment moral et volontaire à protéger le point d'eau. Dans la liste d'engagement, on retrouve celui de sensibiliser la population aux bonnes pratiques, la protection du territoire et celui aussi de collaborer à la recherche de solutions en ce sens. Dans les ambitions collectives, on retrouve l'importance de protéger l'accès à l'eau propre et potable, dont le lac des Deux-Montagnes demeure une source très importante pour la région, ainsi que de protéger la biodiversité. Mathieu Lemay, qui est responsable de la conservation et de l'éducation au Parc national d'Oka, qui est signataire de la charte, nous parle un peu de la valeur écologique du lac des Deux-Montagnes. On l'écoute. Les assemblages des écosystèmes riverains autour de ce plan d'eau-là sont importants. Les communautés de faune qui y habitent, on a la seule frayère connue de la lauce savoureuse se trouve dans le lac des Deux-Montagnes. Et on a des communautés de mulettes et moules d'eau douce. Et au cœur de cette charte-là, Clara, il y a un élément qui s'appelle Vision 2030. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors l'objectif qui est visé par les signataires, c'est qu'en 2030, le lac soit traité comme un bien inestimable pour les communautés et que celles-ci collaborent harmonieusement à sa conservation dans le but d'être plus résilient, tout le monde, donc au changement climatique, parce que les défis attendent les protecteurs du lac avec le réchauffement de la planète, notamment la propagation d'espèces envahissantes, les sécheresses aussi qui impactent le niveau de l'eau et sa qualité, et puis l'érosion des berges. Anne-Sophie Mona, qui est directrice adjointe du Creux Laurentide, nous parle d'une autre conséquence des changements climatiques sur le lac. Les pluies abondantes, comme on a eu le 9 août, ça amène des risques accrus de surverse, donc trop d'eau pour ce que les infrastructures municipales sont capables de prendre, puis l'eau s'en va directement dans le lac sans être traitée. Clara, une des menaces directes pour le lac des Deux-Montagnes, il en est fréquemment question dans l'actualité, ce sont tous ces déversements illégaux de sols contaminés à Kanesatake. Est-ce qu'il y en a été question mardi? Alors, dans les principes généraux de la charte, on retrouve celui de la présence historique des premiers peuples sur le territoire. Pourtant, il n'est pas très clair jusqu'à quel niveau la communauté de Kanesatake a été consultée pour l'élaboration du document. Le chef de bande et ancien grand chef Serge Otzi-Simon était sur place mardi. Il a livré un discours enlevant à la fin de la conférence de presse. Ce qu'il m'expliquait en entrevue, c'est que les camions continuent à ce jour à venir déverser leur contenu à Kanesatake, parfois même à même le lac des Deux-Montagnes. Des résultats d'analyse en laboratoire menés par la presse et publiés en juin démontrent que le niveau de sulfure présent dans l'eau s'écoulant du dépotoir illégal dépasse de 144 fois le niveau sécuritaire pour la survie des poissons. Et il y a plusieurs personnes qui ont critiqué jusqu'ici l'inaction du gouvernement du Québec dans cette affaire-là.
Mais il y a des actions là, qui ont été posées récemment. Oui. Donc, tout récemment, le gouvernement Legault a mis en place l'opération Gravier, a pris ses propres mesures à la fin du mois d'août après avoir reporté 2 fois la prise d'échantillonnage. Et maintenant, les procureurs de l'État ont déposé une injonction à la Cour supérieure pour faire cesser les activités du dépotoir. Le procès des accusés aura lieu le 7 octobre au Palais de justice de Saint-Jérôme. Cela fait des mois, même des années, pourtant que la communauté Mohawk de Kanesatake tente d'attirer l'attention de la population et des gouvernements face à ce problème. On peut écouter à ce sujet Serge Otis-Simon. Notre conseil est complètement, comment je pourrais dire, sans ressources gouvernementales. Comme j'avais expliqué, le maire d'Oka, quand lui a un problème, il fait un téléphone, la sûreté est là. Alors, nous, c'est différent. Nous, ils ne viennent pas du tout. Plus tôt cette année, Serge Otis-Simon et son collègue Brandt Etienne se sont fait agresser physiquement lorsqu'ils sont allés avertir un propriétaire que des prélèvements de sol seraient effectués sur son terrain. Pour Serge Otis-Simon, une collaboration entre Autochtones et Allochtones est essentielle pour la protection de l'environnement et dans ce cas-ci du lac des Deux-Montagnes. On écoute son appel à la coopération. Il faudrait commencer à parler, je crois, directement avec la citoyenneté parce que c'est souvent la politique qui fait la division entre nous et la société québécoise, canadienne. Alors, si on enlève ça, puis on se parle directement, je pense qu'on va faire plus de progrès. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de Martine Sinclair, non pas la chanteuse, mais l'artiste peintre. À plus tard, Claude. Le maire de Saint-Jérôme, Marc Boursier, a révélé sur les ondes de CIM-FM qu'il avait de nouveaux appuis au Québec, notamment celui du caucus des cités régionales, après avoir entamé des procédures judiciaires contre le gouvernement du Canada afin d'empêcher la reconstruction du centre correctionnel communautaire La Ferrière à l'entrée du centre-ville. L'objectif est encore de faire reculer Ottawa dans ce dossier. Le maire de Saint-Jérôme rappelle que son administration propose des alternatives de lieux de construction sur le territoire qui permettraient d'accueillir le futur centre correctionnel communautaire. La Ville de Sainte-Thérèse invite les nouveaux citoyens à participer à la matinée des nouveaux résidents le dimanche 20 octobre de 10h à midi à la bibliothèque municipale. Les personnes intéressées pourront rencontrer le maire, les conseillers et les employés municipaux qui leur présenteront les nombreux services, activités et événements mis à leur disposition. Les nouveaux résidents pourront également obtenir leur carte citoyen. Du café, de la limonade, des viennoiseries seront servis gratuitement durant la matinée. De plus, les visiteurs courront la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ dans le commerce thérésien de leur choix. Une course solidaire au profit des jeunes sportifs des Laurentides, voilà ce que vous propose un groupe d'étudiants du Cégep de Saint-Jérôme avec l'événement caritatif Donne-toi donc qui se tiendra le dimanche 20 octobre à Maronites au profit de la Fondation Jérémy Paradis. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Sinotte qui est membre du comité organisateur de l'événement. Bonsoir Antoine. Salut. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer à Maronites le 20 octobre? Concrètement, c'est une course. Ouais. On offre un parcours de 1, 3 et 6 km. C'est un événement familial. Puis on accueille les jeunes, en fait, tout le monde de la région des Laurentides à venir courir, venir s'amuser avec nous. Voilà. Donc, vous représentez, vous, un groupe de 5 finissants exact. En technique de comptabilité et gestion. Cet événement-là que vous organisez, c'est un projet de fin d'études, ouais, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui sera évalué par vos enseignants? Exact. C'est mettre le côté concret de ce qu'on a vu dans nos cours, puis mettre en application ce qu'on a appris, puis pouvoir le mettre en réalité. D'accord. Bien, justement, quels sont les outils que vous avez développés en cours de formation dans le cadre du programme qui vous servent dans la réalisation de ce projet-là? Exact. On a appris à beaucoup utiliser le côté Excel, le côté comptabilité. Puis après ça, on a appris à mettre en application, à parler avec le monde, à se vendre pour les commandites. Et qu'est-ce que vous avez appris, vous, personnellement, en les appliquant dans le réel? C'est spécial, mais c'est découvrir le vrai monde, c'est quoi la vraie vie, puis après ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait pour de vrai dans la vie, puis c'est pas juste le côté scolaire, c'est le côté réel de la vie. Ouais. Il est déjà acquis là, que vous allez verser des profits de cet événement-là à un organisme qui s'appelle la Fondation Jérémy Paradis. Ouais. Présentez-moi cet organisme. Bien, concrètement, c'est une fondation qui vient en aide aux jeunes sportifs de la région de la MRC d'Argenteuil. Ils remettent des fonds pour les inscriptions puis les équipements sportifs pour les jeunes qui en ont besoin. OK. Vous auriez pu choisir d'organiser un tout autre événement qui aurait profité à une toute autre cause. Pourquoi est-ce que votre choix s'est arrêté sur la Fondation Jérémy Parce qu'on a été touchés d'entendre la cause. C'est en fait, concrètement, c'est un jeune de 12 ans qui est décédé dans un accident de VTT.
Okay. Ses parents, après ça, ont décidé de commencer la fondation en 2018 pour remettre les fonds des sportifs. Ouais. Comme on est 5 sportifs dans l'organisation de la course, on s'est dit pourquoi pas redonner ça à une fondation qui nous tient à cœur. Ouais. Cette fondation-là aide les jeunes à réaliser leurs rêves sportifs. Ouais. Donnez-moi un exemple de rêve sportif qui ont été réalisés. Exact. Un rêve sportif que la Fondation Jérémy Un Paradis aurait pu réaliser, c'est juste, concrètement, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est des jeunes de la chute qui viennent puis qui demandent de l'argent. Récemment, il y a 2 filles de la chute qui sont allées jouer à Laval, puis ils ont inscrit au hockey. Fait que les jeunes ont pu réaliser leur rêve puis jouer à Laval. D'accord. Est-ce que vous allez participer à l'événement ou si vous allez être occupé? C'est à voir. Moi, je vais être là, je vais être présent sur place, c'est sûr et certain. Fait que si j'ai besoin de courir, je vais courir, mais sinon, moi, j'organise l'événement. Oui, c'est ça. J'imagine que vous allez être assez occupé. Vos camarades dans cette aventure-là s'appellent Éliane Sanson, exact. Je pense que c'est important de les nommer, Lucas Perrault, Thomas Perron, Élodie Gagné. Quel est le lien qui vous unit? Le lien, on est tous des amis en dehors du projet. On est tous des amis d'école. Fait que c'est sûr que c'est le fun de faire l'événement avec eux. On est des amis. Okay. Et tout le monde fait du sport, hein? Vous courez ensemble? On court ensemble, on est super unis, on se voit en dehors de l'école. D'accord. Est-ce que, là, on l'a dit, c'est un projet d'études. Là, vous organisez un événement. Est-ce que vous souhaiteriez que cet événement-là soit récurrent? Soit récurrent, c'est à voir. Pour l'instant, c'est un projet obligatoire avec l'école. On n'a pas le choix de le faire, entre guillemets. Mais on l'organise, puis si le projet fonctionne super bien, on aime faire ça, mais pourquoi pas le faire après ça? D'accord. Puis vous-même, est-ce que vous aimeriez, sinon, si c'est pas celui-là, est-ce que vous avez eu la piqûre pour l'organisation d'événements? Est-ce que vous voyez faire ça? C'est sûr que c'est super le fun, c'est agréable, mais là, c'est dans le cadre scolaire, fait que c'est un peu plus facile sur certains aspects, mais à voir comment le projet va se passer pour de vrai, puis à voir après le 20 octobre pour le futur. Puis aviez-vous déjà une expérience dans l'organisation des événements, je veux dire, mettons, à titre de bénévole, par exemple? C'était plus ce côté soccer avec des enfants de 5 ans. Oui. Fait que, c'était comme la fin de saison, puis on organisait un tournoi. Excellent. Bien, écoutez, en terminant, j'invite les gens à s'inscrire en grand nombre à votre événement. L'événement s'appelle Donne-toi donc. Antoine Sinotte, organisateur de la course Donne-toi donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Histoire et Archives Laurentides invite le grand public à célébrer le 100e anniversaire de l'inauguration du monument au curé Antoine Labelle le dimanche 20 octobre à 15h à la salle Anthony Lessard de la Maison de la Culture Claude-Henri Grignon. L'activité de commémoration prévoit le dévoilement de 5 capsules vidéo suivies d'une prestation gratuite du conteur et auteur mirabellois Marc Sauvageau, récipiendaire du prix Passion au Grand Prix de la Culture des Laurentides en 2021 et porte-parole régional des récentes Journées de la Culture. Le symposium d'art visuel Expo-Concert de Mirabel sera de retour au Centre culturel du Val-d'Espoir pour sa 33e édition les 18, 19 et 20 octobre. Cet événement, tenu en collaboration avec le Comité des artistes peintres de Mirabel et le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Mirabel, rassemblera 38 artistes professionnels de renommée nationale et internationale. Les amateurs et collectionneurs d'art pourront découvrir des œuvres allant de la peinture à la sculpture en passant par la photographie. Au volet culturel, on accueille Léa Lovric, qui est responsable des communications au Service des arts et de la culture de Saint-Eustache. Bonsoir Léa. Bonsoir Claude. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cabaret-spectacle La Petite Église, qui célèbre cette année ses 25 ans. Alors, on va peut-être commencer par faire la petite histoire de ce lieu de diffusion qui n'a pas toujours été une salle de spectacle. Non, en effet, au départ, c'était une église, d'où le nom La Petite Église Cabaret-spectacle, qui a été bâtie en 1848, qui a eu son lot de changements aussi. Elle a vécu un incendie, elle a été reconstruite, allongée, mais sa fonction d'église a terminé en 1970. Et c'est seulement 10 ans plus tard que la ville de Saint-Eustache en a fait l'acquisition officielle et a voulu lui donner un volet culturel. Mais pour y arriver, il fallait absolument l'agrandir. Donc, quand on parle des 25 ans, c'est vraiment dans sa forme actuelle qu'on lui connaît, lorsqu'elle a été agrandie en 1999. Donc, depuis ce temps-là, elle est vraiment devenue un lieu incontournable pour les artistes, autant pour le rodage que pour les nouveaux spectacles ou pour la résidence aussi. Et c'est une salle assez unique, avec une expérience très unique parce qu'elle est assez petite et elle a son lot d'histoire en même temps qui se ressent dans les murs.
186 places assises, donc style cabaret, service aux tables. C'est vraiment parfait pour aller à la rencontre de l'artiste et en même temps se sentir un peu dans son salon. Voilà. 25 ans, bon, c'est un bel anniversaire. De quelle façon on entend le souligner? On a fait plusieurs festivités. Il y en a d'autres qui continuent jusqu'à la fin de l'année. Mais pour les prochaines qui s'en viennent, il y en a 2 en particulier pour lesquels il nous reste encore des billets. Oui. Le 16 octobre prochain, à 19h, on a le lancement du Sacré Cabaret d'humour, qui est en fait assez nouveau pour la Petite Église. C'est la 3e édition cette année. Le fonctionnement, c'est qu'à chaque mois, il y a une soirée où un animateur humoriste, et cette année, c'est Émile Coury, reçoit 4 humoristes mystères. Donc, le public ne sait pas qui va se présenter sur scène. C'est une surprise, mais c'est un mélange d'humoristes de la relève et d'humoristes établis de la scène québécoise. Et donc, on lance la saison le 16 octobre et on voulait en faire un spécial 25 ans en même temps. Donc, il y aura des prix de présence, il y aura un quiz musical et une consommation gratuite. Tout ça au prix de 23 $. C'est toujours gagnant, ce genre de formule-là. Exactement. Ça va être une belle soirée. Ensuite, on a Louis-Jean Cormier qui s'en vient le 2 novembre en soirée aussi, que tout le monde connaît bien, La réputation n'est plus à faire, au prix de 25 $ pour le spécial 25 ans. C'est fini, il n'y a plus de billets. Ceux qui sont en train de se vendre. Exactement. Oui, c'est toujours quand chaque fois que Louis-Jean Cormier monte sur une scène, la magie opère. On va parler maintenant de la programmation. Quels sont les spectacles à ne pas manquer ce mois-ci? Ce mois-ci, ce samedi, en fait, très bientôt, 5 octobre, on a 2 artistes de la relève, Jeanne Côté et Émile Bourgault, qui ont un style très folk, pop alternatif, qui se marient très bien. Ils font plateau double, donc c'est 2 artistes solos qui vont partager la scène. Ah. Ensuite, on a aussi, le 10 octobre, une pièce de théâtre pour adultes qui s'appelle Voix de contournement, qui va être en formule 5 à 7. Donc, une bière, des grignotines offertes pendant le spectacle. Puis le 18 octobre en musique, on a Jérôme 50, qui a été bien connu pour son succès de Tout Québec ici, qui va être, je pense, un grand moment. Et finalement, on a des spectacles jeunesse toute l'année. Le prochain s'appelle Le bal de l'Halloween, où on va voir des costumes, de la musique, 2 musiciens et une danseuse sur scène. Donc, on invite les parents, les grands-parents, oncles, tantes à inviter leurs tout-petits dans leur famille, parce que le public cible, c'est les 3 à 12 ans. Puis ça va être une grande fête sous les thèmes de l'Halloween. Bien, écoutez, en terminant, j'invite la population à consulter toute la programmation qui se trouve sur le site web de la Petite Église, dont l'adresse apparaît en bas d'écran. Léa Lovric, merci et à bientôt. À bientôt. La Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, révèle que 2563 de ses membres qui œuvrent en soutien scolaire ont démissionné au cours des 5 dernières années. Sur le territoire du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, on parle de 605 démissions durant la même période. Les raisons invoquées, surcharge de travail et violence subie aux mains des élèves. J'en discute avec Stéphanie Tremblay, qui est vice-présidente à la trésorerie au secrétariat à la CSQ. Madame Tremblay, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, dites-nous quel est le type de violence qui est subi par vos membres et qui en sont les auteurs? En fait, le type de violence, ça peut aller des injures à se faire tirer les cheveux, à se faire graffiner, mordre, frapper, se faire lancer des objets. En fait, c'est le personnel qui baigne surtout autour de ces élèves-là, c'est les éducatrices en milieu scolaire, on a les techniciens en éducation spécialisée, on peut avoir les secrétaires aussi, secrétaires d'école, les préposés aux élèves handicapés, les surveillants d'élèves. Donc, ça serait donc ça, les corps de métier qui seraient sur la ligne de feu, c'est ceux que vous venez de nommer, parce que vous représentez 33 corps de métier dans votre syndicat. Donc, on rapporte qu'au sein du personnel de soutien, il y a 3 personnes sur 5 qui subissent des agressions. Vous les avez énumérées. Bon, on se fait tirer les cheveux, on se fait cracher, on se fait lancer des objets. Mais ça prend combien d'enfants pour semer la pagaille? Juste un. Juste un, c'est ça? Malheureusement, ça en prend juste un. On le vit beaucoup plus au primaire qu'au secondaire. Ah oui? Oui, au primaire, nos élèves, quand ils arrivent, là, malheureusement, à maternelle, première année, c'est là où on vit beaucoup plus de violence parce que, bon, on a des troubles grandissants, des troubles de langage qui sont pas nécessairement évalués non plus, là, parce que, bon, on manque de professionnels. Tu sais, je l'ai mentionné dans une autre entrevue aussi, où la possibilité de faire évaluer ces élèves-là avant qu'ils rentrent à l'école, mais la liste d'attente est très longue. Donc, ils nous arrivent avec des grands besoins, là. Puis ça l'aide pas, là. Il n'y a pas eu d'intervention, là, en amont, là. C'est sûrement pas un phénomène qui est apparu du jour au lendemain, là, cette violence. Est-ce que vous l'avez vu venir, selon votre compréhension? Comment on a pu en arriver à ça, là? Bien, je l'ai pas vu venir nécessairement parce que moi, ça fait quand même longtemps là, que je suis dans le milieu scolaire. Puis, je vais dire, dans mon temps, on n'en vivait pas
tant que ça. C'était pas aussi flagrant. Là, c'est de plus en plus. Puis là, pourquoi, je sais pas. Regarde, j'ai pas la science infuse à comprendre là, ce qui se passe là, présentement. Oui, un problème de société. Ce que je disais, c'est l'encadrement aussi qui manque avec nos élèves. Là, on dirait qu'on a peur de les encadrer, nos élèves. Ouais. On dirait qu'il faut se limiter à la bienveillance. Puis c'est correct, j'ai rien contre la bienveillance. Oui, oui. Je pense que c'est positif en soi, mais il reste que de cette façon-là, si grandissante, je pense pas qu'on l'avait vu venir tant que ça, non. Je vous ai entendu sur les ondes de CNFM tout récemment dire que le protecteur de l'élève avait beaucoup de pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, bien, ce qui arrive, c'est que présentement, là, quand on intervient avec un élève, il faut toujours faire attention. T'sais, on ne peut pas toucher l'élève, on ne peut pas même faire des câlins, on ne peut pas limiter le contact physique parce que... Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui n'est pas mauvais, mais il reste que des fois, on fait penser... dans l'intervention, on peut prendre le manteau de l'enfant, puis « Ah, tu m'as touché ». L'enfant arrive à la maison, commence à te dire des trucs, là, ce qui s'est passé comme intervention aux parents. Puis là, les parents, c'est « Hop, OK ». Puis ils savent là, que ça existe, là, le protecteur de l'élève. Donc, il faut vraiment être vigilant. Puis ça, nous autres, on le dit à nos membres constamment, vous ne devez pas en aucun cas toucher, même des fois lever le ton sur un élève le moins possible. C'est d'être au niveau de l'enfant, puis d'essayer de trouver vraiment les interventions adéquates. Là, mais quand ça arrive, on est dépourvu. Là. Des fois, les cris sont quand même majeurs. Là, fait que qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais il faut sécuriser l'élève et ceux qui sont autour aussi, j'imagine. Oui, mais il y a des protocoles pour ça. Oui. La CSQ a demandé au ministre de l'Éducation d'intervenir rapidement dans ce dossier-là. En attendant que ça se fasse, quel soutien est-ce que vous avez de la part des directions d'école ou du centre de service scolaire? En fait, nous, le centre de service, quand même, il a mis en place là, depuis 2 ans là, des politiques pour contrer contre la violence. Ça, c'est chapeau. On a augmenté aussi les heures du personnel de soutien. Donc, les TES sont pratiquement rendus à 35 heures dans nos milieux, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Les éducatrices en milieu scolaire aussi, avec l'aide à la classe, on a augmenté là, considérablement les heures pour justement donner un appui considérable là, dans les classes là, pour éviter justement la gradation là, de comportement chez nos jeunes. Donc, oui, ça doit aider drôlement parce que le personnel démissionnaire n'est pas nécessairement remplacé. Alors, si on vous fait faire plus d'heures, donc ça peut assurer une présence là, plus continue. Écoutez, on aurait pu en parler pendant des heures. On souhaite à vos membres de retrouver un environnement de travail sain et convivial. Stéphanie Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, vous êtes allée à la rencontre de Martine Sinclair, qui est surtout connue pour ses succès dans le monde de la chanson, mais qui est aussi artiste peintre. Elle présentait une exposition à Sainte-Thérèse la fin de semaine dernière. Vous étiez sur place. Oui, Claude, Martine Sinclair, qui a son atelier tout près de nos studios ici, près du cœur du village. C'était la première fois qu'elle exposait ses œuvres au public. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. J'ai appelé cette exposition « Émotion ». Évidemment, le parallèle est facile. Hein? C'est sur tout ce qui m'anime, m'habite, la fragilité, la sensibilité. L'art abstrait, pour moi, c'est l'art de l'espoir. On veut un monde meilleur, on s'imagine une nature qui va être plus florissante, une vie plus belle pour tous. Alors, quand je m'installe dans mon atelier, vous êtes ici dans mon atelier, je ne sais jamais quand je vais en ressortir et quelle sera l'œuvre, parce que c'est vraiment l'œuvre qui décide ce qu'elle veut, où elle veut aller, ce qu'elle veut bien dire. Alors, en musique, on a des chansons qui sont déjà établies, on a des mélodies, on a des paroles. C'est tout un autre monde. Alors, mais quand même, les deux parallèles est facile, c'est l'espoir. Tout bonnement, je me suis dit, mon Dieu, j'ai presque 100 œuvres. J'aimerais ça les partager, c'est le temps. Alors, je me sentais prête. Et puis, voir aussi tout le départ de ce besoin, de ce désir de créer, qui était vraiment pour aller explorer un autre médium et faire comprendre au public qu'est-ce que j'aime dans cet art abstrait. La sensibilité de l'être
la sensibilité, comment on se sent dans des situations faciles, difficiles. J'ai eu autour de moi des gens qui ont eu des moments difficiles à passer. Alors, ça m'a inspiré certains tableaux. L'inégalité des choses entre femmes, entre hommes, la prise de position d'une femme, hein, d'avoir sa parole, de dire tout haut ce qu'on a envie de dire. La richesse, l'abondance, j'aime bien penser que quand on a réussi, on a cette capacité d'avoir une liberté de faire les choses. Alors pour moi, l'abondance est synonyme de liberté. Et puis, des hommages aussi, des hommages à Basquiat, à Pollock, des grands artistes qui ont changé le cours de la création de l'art abstrait. Nous sommes à Sainte-Thérèse. Moi, j'ai découvert ce bel endroit. Je l'adore. Je me suis fait des amis. J'y suis pratiquement tous les jours. C'est grâce à M. Langlois, Éric, qui a bâti cet espace art et culture. Et à un moment donné, j'ai vu une entrevue, j'ai entendu des beaux mots, ce qu'il pensait de la culture. Et je l'ai appelé, on s'est parlé, je l'ai rencontré. Et c'est là que je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir mon espace ici? Est-ce que ça serait possible? Et on l'a construit un petit peu ensemble. On a construit cette façon de voir et de penser comment j'allais créer. Alors j'y suis, je suis vraiment, vraiment bien. Je suis très excitée, fébrile, heureuse parce que ce sont des amis qui viennent me voir, des collègues de travail, des collectionneurs d'art aussi qui viennent un peu par curiosité découvrir mon art. Alors les portes sont ouvertes pour mon public aussi. Le public peut venir. Très impressionnant tout ça. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très bonne fin de semaine.